Merci. Je crois qu'on va passer un moment assez interactif avec le public. Donc nous allons bien entendu aborder un sujet extrêmement important. C'est l'entrepreneuriat féminin en Afrique et la transformation digitale, enjeux et perspectives. Donc bienvenue à ce panel dont le sujet est crucial aujourd'hui. Donc alors que l'Afrique traverse une période de transformation économique, les femmes entrepreneurs jouent un rôle de plus en plus déterminant. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons explorer bien entendu. Donc sur l'intersection de ces deux dynamiques puissantes, l'entrepreneuriat féminin et la révolution numérique. Donc je vais donner juste quelques chiffres. Selon les dernières données de la Banque mondiale et de l'OIT, donc environ 25% des entrepreneurs africains dirigent une entreprise dans les secteurs à forte croissance, tels que la technologie, l'agriculture et le commerce de détail. Donc cependant, seulement 13% d'entre elles ont accès au financement formel. Donc ce qui crée un écart significatif dans l'accès des ressources nécessaires pour le développement de leur entreprise. Donc, en parallèle aussi, la transformation digitale est en plein essor sur le continent. Donc on voit que les téléphones mobiles, les smartphones sont partout, sont utilisés partout en Afrique. Donc d'après ces chiffres, d'ici l'année prochaine, donc l'Afrique devrait compter plus de 700 millions d'internautes, soit environ 70% de la population. Donc, en cette année 2024, moins de 30% des startups technologiques africaines sont fondées par des femmes. Je voulais qu'on les applaudisse très très fort. Bravo. Voilà, donc nous sommes dans un tournant décisif. Donc, nous avons vu que nos gouvernants ou notre nouveau gouvernement jeune au Sénégal nous a présenté un projet pour l'horizon 2050. Donc c'est un vrai challenge. Donc c'est avec cette note que je vais tout simplement introduire mes panélistes. Il y a un réel défi et un enjeu quant à l'entrepreneuriat féminin et en Afrique et la transformation digitale. Donc je vais commencer par Madame Milka Lafortune. Donc je vais lui laisser le soin de se présenter très rapidement. Et puis ensuite nous allons passer à notre tata, la grande star Madame Montey et Monsieur Falilou qui est ici présent, expert en cybersécurité et intelligence artificielle. Donc Milka, vous avez la parole. Merci Régis, bonjour à tout le monde. C'est un réel plaisir de me prêter au jeu aujourd'hui. Tu m'as sollicité, je réponds toujours présente. Merci à toi, cher aîné, et aussi à Abdou Dieng, que je ne vois pas dans la salle. Je m'appelle Milka Lafortune, je suis originaire du pays de Samuel Eto'o ou de Francis Ngannou, arrivée tout droit du Canada. Et ça va faire quelques années que je suis dans l'accompagnement des talents. Donc, je suis recruteuse dans les firmes technologiques. Et c'était important pour moi de venir un peu laisser ma petite pierre à l'édifice pour l'accompagnement et le développement des femmes en matière de compétences numériques. Merci, Régis. Merci. Donc, on va écouter notre tata, Madame Montey. Bonjour, Régis. Bonjour, ABS. Et bonjour, Abdou. Nous sommes très fiers de cette invitation, une sollicitation qui a duré 2 ans. En effet. Et beaucoup de travail qui avait juste fait que j'attendais cette petite pré-retraite pour pouvoir entrer dans ce type d'activité. Et je suis très fière d'être en votre présence, à côté de co-panélistes si jeunes. Merci. Et si énergiques. Je suis Elisabeth Montey, je quitte dans quelques petits jours le gouvernement du Sénégal, que j'ai intégré depuis 2004 à la suite d'une carrière dans les ONG, USAID, où le développement m'a happé
hein. Je venais tout droit du capitalisme, donc de AstraZeneca, et je suis entrée dans le développement. J'ai rencontré les femmes. Et cette catégorie de Sénégalaises qui m'a poussée à tout laisser pour entrer dans le développement et plus tard dans le gouvernement. Pourquoi dans le gouvernement? Parce que tout ce qu'on a dit depuis ce matin, j'écoute, mais vraiment attentivement. J'ai énormément appris du panel qui vient de finir. Et les femmes, c'est important. Donc, quand on me dit de venir faire une co-animation sur ce sujet, je m'en réjouis pour la simple raison que depuis quelques petits mois, je suis la présidente de l'antenne sénégalaise du African Women Network qui vise à rassembler 1000 femmes africaines pour lifter 1000 jeunes femmes africaines. Donc, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Merci. Merci notre Tata. Nous avons été téméraires pour vous avoir ici. Et il est important de noter qu'aujourd'hui, l'Afrique étant à la croisée des chemins, qu'on puisse assister à ce genre d'événement, à un panel entre la génération des seniors et la génération des jeunes, pour que le passage de témoins puisse être fait de façon que ça corrèle avec nos cultures et nos valeurs sur le continent. Merci d'être là encore une fois. Donc nous allons laisser la parole à Falilou, donc pour qu'il se présente. Bonjour à tous. Donc moi, je mélange un sentiment de fierté d'être devant, je ne vais pas dire nos aînés, parce que M. Diop, en face de moi, peut être un papa pour moi, et Mme Nafi, ou peut-être 10 ans ou 12 ans en arrière, on était de l'autre côté en train de les contempler et puis de vouloir devenir comme eux. Donc moi, je suis Falilou Fall, je suis Business Unit Manager chez Intelsia IT Solutions et je gère le département R&D. C'est-à-dire que moi, je gère un département qui fait la recherche et développement. C'est-à-dire que si l'entreprise parvient à se distinguer par rapport aux autres entreprises, qui est une entreprise d'externalisation IT, c'est grâce à ce département-là. Donc, mes domaines d'expertise aujourd'hui, c'est à travers la cybersécurité, à travers le cloud, la data et l'intelligence artificielle. Donc moi, spécialement, je le disais à Régis parce que j'avoue que ça fait pas mal de temps où il voulait qu'on puisse faire ce genre d'échange et que, entre guillemets, je refusais parce que chaque fois, je lui disais que je n'ai même pas encore 40 ans, donc il me faut encore apprendre. Mais aujourd'hui, je suis là plus pour montrer en tant que... Donc là, je vais prendre juste la casquette de l'expert en intelligence artificielle. Donc je vais un peu écarter cette partie de cybersécurité, de cloud ou bien de data et tout. Et là, je veux qu'on sorte de la salle avec des outils concrets, des pratiques concrètes. Comment l'IA peut révolutionner la partie entrepreneuriat et la digitalisation. Donc, mon intervention sera axée sur ça. Et je pense que ceux qui me suivent peut-être sur LinkedIn voient qu'on accompagne pas mal d'entreprises dans ce secteur-là. D'autant plus que avant-hier et hier, j'étais au niveau du salon Africa IT Meeting où on avait les grosses pointures de ce domaine-là. Donc c'est à peu près aujourd'hui ce qui me fait venir ici et puis de partager et d'apprendre aussi de mes co-panélistes que je remercie. Donc je reconnais Mika où on partage pas mal de choses. Et puis en tout cas ça fait plaisir de voir certains visages et puis on verra au cours du débat. Merci. Très bien. Donc merci Falilou. Tout de suite on va passer la parole à Madame Monté. Avec la toute première question. Donc, vous pourriez aussi parler un peu de votre parcours et puis répondre à la question. Donc, quels sont pour vous, Madame, les principaux défis auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs en Afrique dans un contexte de transformation digitale? Allez-y, c'est bon. OK. Merci, Régis. Transformation est un mot accessible pour la femme sénégalaise parce que nous transformons. Tout le monde associe l'entrepreneur sénégalaise à la transformation. Guédié, tout feu,
produits maraîchers, produits agricoles. La femme sénégalaise est une transformatrice. Et aujourd'hui, vous voulez les transformer dans leur mode d'entreprendre, dans leur mode de vendre et dans leur mode d'avoir accès justement à ces produits. Parce qu'en général, on ne parle jamais de la notaire, Aïda Diagne Diawara comme chef d'entreprise. On parle de Anta Babacar plus comme une candidate à la présidentielle, la directrice héritière d'une entreprise traditionnelle qui a été transformée pendant des années pour qu'elle en devienne la directrice qu'on connaît aujourd'hui. On ne parle pas du tout de la médecin-chef de clinique, on ne parle pas de la générale qui gère l'hôpital principal de Dakar comme une grande chef d'entreprise. Nous parlons surtout de la femme transformatrice parce que nous voulons contenir, et il l'a dit tout à l'heure, nous aimons nous contenir nous-mêmes. Nous avons contenu les femmes africaines dans le petit entrepreneuriat. La magie du numérique est arrivée et nous espérons que les opportunités seront saisies. Combien aujourd'hui de sites de vente en ligne connaissez-vous et qui vous ont fait découvrir des produits qui ont 50 ans, des produits qui ont 60 ans, des produits qui ont évolué et qui sont arrivés devant vous grâce à la magie donc du digital. L'Afrique doit profiter du digital et nous devons plus mettre entre les mains des femmes entrepreneurs africaines des outils dont elles ont besoin. Régis, tu me permettras de partager une expérience et de baser sur cette expérience une conviction profonde. On ne développe un outil que quand on connaît le destinataire, quand on connaît profondément le destinataire de l'outil. J'étais devant ma télé 2006-2007. Le président Abdoulaye Wade, dont je respecte beaucoup les idées parce que c'était un grand rêveur. J'adore les rêveurs. Je regarde les dessins animés parce que c'est de grands rêves. Et le président Abdoulaye Wade parlait du cybercase. Lui-même, quand il en parlait, il parlait plus d'un titre et d'un projet architectural. L'intérieur du cybercase, il ne nous disait jamais ce qu'il y avait dedans. Puis un jour, je me suis dit, bon, ok, je vais aller quand même poser la question à la présidence et demander ce qu'est un cybercase, parce que j'étais chef d'entreprise d'une PME IT qui installait pour l'USAID 700 classes informatiques à travers le Sénégal. Je suis allée rencontrer le conseiller technique en TIC du président de la République, un jeune à l'époque de 26 ou 27 ans, qui remplaçait une éminence grise qui s'appelait Thierno Ousmane. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a dans le cybercase? Il me dit, vous voulez qu'on aille le voir? J'ai compris qu'il n'avait rien mis dans le cybercase. Je suis arrivée dans cet espace à Popenguine. Moi, le village de Ndayan m'est familier. Popenguine, il y a la maison de ma grand-mère et homonyme. Et j'arrive dans cet espace, c'est une case avec un super beau parvis, le palais de la République à côté et rien dedans. Absolument rien. Aucune personne, aucun élément. Et j'ai mis autour de moi des femmes très jeunes. Aujourd'hui, Assa Jeanne est la directrice des TIC du Sénégal. Elle a bien mûri. Idalina Rodriguez est à Performance. Et ces jeunes dames ont mis entre mes mains un outil magnifique. Et je pense qu'à ce jour, il n'y en a pas deux. C'est le seul outil que j'ai connu qui enseigne l'informatique et l'alphabétisation en Wolof. Elles ont développé un outil qui parle Wolof et qui dit à n'importe quelle femme non alphabétisée, ça c'est la souris, c'est comme ça qu'on clique, c'est comme ça qu'on entre dans Google et c'est comme ça qu'on fait une recherche en Wolof dans Google. Il manquait quoi quand on parle de digital, quand on a un logiciel et une case vide? Oui.
On a posé 35 clients légers sur fonds propres et on a demandé à la présidence, mais au moins recruter quelqu'un. Et on va voir ce qu'on va en faire. Et les femmes environnantes de Diass à Popenguine sont venues apprendre l'informatique et le français sur cette plateforme. On est en 2025. La femme la plus dynamique avec laquelle j'ai travaillé sur ce sujet est aujourd'hui au paradis, je prie pour son âme, Mère Tchao. Est-ce que cet outil, les femmes de cette zone en avaient besoin? Était-ce l'outil dont elles avaient le plus besoin pour leur business? Est-ce que cet outil a participé à les aider à vendre? Est-ce que cet outil a participé à transformer leur entreprise? Et pour moi, c'est la bonne question. Comment le digital participe-t-il réellement à la transformation de l'entreprise sénégalaise? Merci. Merci pour cette belle intervention. Donc, sans transition, effectivement, donc, il y avait un espace, il y avait des machines, mais il manquait cette touche, il manquait l'humain. Donc, l'humain a pu connecter l'espace à la machine pour transformer cet endroit et le mettre au profit des femmes qui, à leur tour, ont pu toucher des choses, ont pu entreprendre et transformer aussi leur vie et leur quotidien. Donc, sans transition, nous allons passer la parole à Milka Lafortune, qui est chasseur de talent dans l'IT. Donc, pouvez-vous effectivement nous dire quelles sont les opportunités offertes par le numérique aujourd'hui pour développer l'entrepreneuriat féminin en Afrique? Avant de parler d'opportunités, Régis, j'aimerais revenir sur les défis que Natata a énumérés. Je brasse la révolution pour notre génération aujourd'hui qui est déjà dans l'entrepreneuriat, qui connaît l'outil technologique. Une fois qu'on connaît le besoin adapté, nous, en tant que femmes, on est butés par rapport aux défis émotionnels et sociaux. On ne le dit pas assez, la femme est un être émotionnel. Et lorsqu'elle s'engage dans l'entrepreneuriat, il y a des statistiques qui montrent que, selon l'étude de McKinsey, 55% de femmes sont isolées une fois qu'elles ont passé de l'action à la réalisation. C'est vraiment un chiffre qui m'a émerveillée. Je me dis qu'on peut, je l'espère, mettre en place donc des opportunités qui répondraient à la question de pouvoir aider ces femmes-là une fois qu'elles sont dans le marché numérique. Je pense qu'en termes d'opportunités sur le plan du numérique, l'intelligence artificielle aujourd'hui, je l'utilise beaucoup et Falilou peut apporter des éléments de plus. L'intelligence artificielle nous permettra à ces femmes-là de faire des solutions adéquates et adaptées en fonction de leur local, d'augmenter leur productivité, mais aussi de beaucoup apprendre. C'est l'élément même qui manque aujourd'hui à la femme africaine, la compétence. Oui, on est des êtres transformatrices, mais comment est-ce qu'on arrive à pouvoir mettre cette compétence-là sur pied? On ne nous a pas beaucoup enseigné à l'école à utiliser un outil, à savoir communiquer, à savoir négocier, à savoir utiliser l'intelligence artificielle à de bon escient. Et je pense que les hommes, bien sûr, et les femmes devraient co-construire ensemble pour que ces compétences-là soient des opportunités en termes de numérique. Et je laisse la parole à Falilou qui pourrait peut-être mieux m'aiguiller sur ces outils-là. Merci. Très bien. Donc, je rappelle simplement que Madame Milka est auteure de 3 livres. Donc, son dernier livre est sorti il y a 1 mois, c'est ça? Oui, c'est cela. Donc, il y a 1 mois, elle fera la cérémonie de dédicace en décembre. Donc, vous rappelez aussi que demain, à partir de 10h à Toulouse Business School, donc il y a la masterclass que nous allons animer conjointement avec Falilou sur l'équilibre futuriste, l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle. C'est le combat de gladiateurs entre la machine et l'humain. Donc je déconne, mais c'est juste pour dire que effectivement on est sur ce sujet aujourd'hui et que c'est un sujet extrêmement passionnant qui fait peur
mais en même temps qui nous pousse à réflexion. Donc, je vais revenir à Madame Montey, à notre tata, donc pour lui demander aujourd'hui, donc quels sont les modèles économiques innovants qui émergent dans l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Veut m'interdire de parler. Il est important que les générations échangent. Donc, tout à fait. c'est juste que je manipule mal les objets. Régis, j'en ai vu des exemples, hein, comme ça, du tic au tac. Pour rester dans mon sujet, je vais parler de cette entreprise qui s'appelle Soreetool, donc que peut-être beaucoup d'entre nous connaissent pour faire leur marché. Oui. Soreetool a permis à une centaine d'entreprises de femmes à vendre. Pour moi, ce type d'entreprise, c'est très important. Soreetool, c'est une jeune fille qui, en 2014, est avec son groupe Science Girl. Elles sont étudiantes à ESP. Et nous, à l'époque, on était encore un peu plus jeunes. On était déjà dans nos entreprises. Et Optique, qui est l'organisation des professionnels des TIC du Sénégal, nous avait poussé à tomber dans le piège de ITU qui nous disait qu'il fallait faire ce qu'on appelle le Girls ICT Day, familiariser les filles avec les métiers de l'information et de la technologie. Et pendant ces journées-là, on avait ce que vous appelez un hackathon. Oui. De 48 heures où on a fondé pour 2 millions de francs seulement ce groupe de jeunes filles. Et dans ce groupe de jeunes filles, aujourd'hui, il y a un business developer qui est à Awakaba et il y a qui est Woodika et Awakaba aujourd'hui qui a mis sur place le Soreetool. C'est un site web qui permet à plus d'une centaine de marques sénégalaises d'être vendues en ligne. Donc la vieille mémé qui transformait ses huîtres à Ziguinchor et qui attendait le passage de quelqu'un sur le pont pour pouvoir vendre un sachet, livre maintenant à Dakar ou à Paris ou à New York parce que Soreetool existe. Pour moi, c'est le type d'entreprise qui booste vraiment les autres femmes. Tout à fait. Nous avons toutes ces designers qui font travailler un ensemble d'artisans. J'aime bien citer Nene Yaya, je peux citer Mathidi, je peux citer beaucoup de marques comme ça, dont le travail est de mettre en place et de créer un design, et ce design est fait par des artisans qui, eux, auraient passé leur temps à faire des chaussures qui n'ont pas de nom. Et aujourd'hui, ils peuvent dire, quand ils voient un sac de femme à la télé, quand ils voient une première dame avec un sac, dire « Ah, tiens, ce sac, c'est à moi que Nene Yaya l'a commandé ». Donc, derrière chaque entreprise, il est important que la sous-traitance et la vague de partage des richesses a son importance. Pour moi, j'aime ce genre d'entrepreneuriat féminin qui fait travailler les autres femmes. On ne va pas ne pas citer les anciens, Sophia, Frutals, etc. C'est des entrepreneurs et vous ne voyez pas derrière les centaines de femmes qui plantent, qui cueillent, qui transportent et qui acheminent le produit pour qu'il devienne la confiture que vous voyez le matin sur votre table. À chaque fois que vous avez un produit qui est vendu par une entreprise de femmes, pensez à toutes les autres entreprises de femmes qu'elle a fait travailler derrière. Excellent. Donc, effectivement, cette connexion est en train d'être faite à travers le digital pour faciliter les femmes à trouver les marchés parce qu'elles travaillent dur. Il y a dans le domaine du cuir le sac de Madame la Présidente, la première dame du Sénégal qui a fait polémique.
Donc c'est un sac qui a été confectionné par un jeune Sénégalais, donc qui s'appelle Mustapha, donc qui aujourd'hui a ouvert une académie du cuir au Sénégal, donc pour former des femmes dans ce domaine du cuir, la tannerie, la confection, etc. Donc il y a aussi toutes ces femmes-là qui sont en train de révolutionner le secteur de l'entrepreneuriat au niveau du Sénégal et partout sur le continent. Donc, pour aller à Montréal, vous avez le Black Woman Market. Si donc, tu le permets, oui, allez-y. je voudrais allez-y, Tata. j'avais noté ça. Oui. Pour moi, c'est important aussi, tous les transformateurs dans le digital qui participent à la gestion de l'entreprise. C'est la partie en général qu'on néglige parce que justement on est isolé, on a un savoir-faire et après l'entreprise tombe. Tout à fait. Comme un soufflet qui a raté parce que justement on a mal géré. Et il y a un ensemble d'entreprises qui apportent des solutions de gestion. Tout à fait. Du début à la fin pour ces entreprises féminines. Pour moi, ces entreprises doivent être supportées aussi. Oui, effectivement. Donc, Nelson Mandela disait, pour aller vite, allez-y seul, mais quand vous voulez aller loin, donc il faut y aller ensemble. Donc, je pense que je disais que dans ce même état d'esprit, donc dans ce même mindset, vous avez le Black Woman Market qui est à Montréal. Donc c'est une jeune dame qui l'a lancé aujourd'hui, qui collecte des produits des femmes transformatrices qui viennent d'un peu partout de l'Afrique et qui l'ont installé au cœur de Montréal. Vous pouvez trouver tous les produits sur place. Donc aujourd'hui, Milka, par rapport à cette chaîne, à cette connexion concernant l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Donc, comment vous pourrez interpeller les institutions publiques et privées à pouvoir apporter quelque chose à cet élan de l'écosystème qui est en pleine croissance? Pour ma part, sur 2 points, notamment l'accès au financement. Nous souhaiterions que les politiques soient un peu plus souples avec des taux d'intérêt plus bas qui nous permettront d'accélérer nos entreprises. Et d'autre part, sur le plan de la formation, des programmes ou alors des organisations de réseautage comme ça qui nous permettront de partager, d'avoir un retour d'expérience tangible et concret qui permettront à la femme vraiment de se visualiser, de faire des erreurs aussi, d'apprendre et de laisser un héritage à la prochaine génération qui arrivera certainement. Excellent. Donc, moi, je vais revenir à Falilou. Donc, à travers tout ce que vous avez entendu là, les exemples que vous avez dont vous avez pu faire la lecture, aujourd'hui, avec cet élan ou cet avènement de l'intelligence artificielle, dont vous êtes expert dans le domaine. Donc, l'intelligence artificielle a tendance à faire peur. Donc, la machine qui remplace l'humain et on a tendance aussi à trouver beaucoup d'avantages dans cet outil. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qui peut donner une bonne foi, une impulsion à cet écosystème entrepreneurial féminin en Afrique pour pouvoir nous faire gagner du temps surtout et puis nous faire aussi faire plus de connexion, d'interconnexion entre les entrepreneurs femmes africaines. Merci beaucoup Régis. Donc, je suis vraiment ébahi de ces interventions de Tata Monté et tout, même si elle n'aimerait pas qu'on l'appelle Tata et Mika. En fait, donc aujourd'hui, je veux qu'on sorte de la salle pour lever un peu le mythe de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, je vais commencer par le définir et puis on rentre dans le fond du sujet, s'il va remplacer l'humain ou pas, parce qu'il y a beaucoup de débats. Donc, il faut savoir qu'une intelligence artificielle, c'est la capacité à une machine de prendre une décision via de l'algorithme et des données. Donc, quand je dis décision, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir lui demander où se trouve marché Médina, il vous le donne. Le fait de pouvoir analyser un texte. Le fait de pouvoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le fait qu'il parle en Wolof, c'est du Hit Pitch Analytics
qui permet de traduire l'entrée qu'il donne et le transformer en une autre langue que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, c'est ça, on peut dire la définition de l'intelligence artificielle, on peut dire le plus bas. Maintenant, il y a deux choses. Il y a l'IA code, quand je dis l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Donc il y a l'IA code que nous faisons nous dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on le produit, et il y a le no-code. Le no-code, c'est quoi? C'est les outils que vous voyez d'intelligence artificielle qu'on utilise. C'est-à-dire que, parce que pourquoi il est important? Par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Ouais, j'ai pas ton parcours, j'étais pas ingénieur, est-ce que je vais l'utiliser ?» Oui, le grand public qui aujourd'hui n'ont pas un background, on peut dire mathématique, parce que l'IA, c'est modèle. Et les modèles sont produits par de la mathématique, carrément. Donc, on peut utiliser la partie des outils de no-code. Maintenant, est-ce que l'IA va remplacer l'humain? Eh bien non. Parce que l'IA n'a pas la capacité d'avoir de l'empathie, ni d'émotion, ni de compassion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA ne peut pas sentir de l'empathie vis-à-vis de Régis ou bien de Tata Monteil. Mais maintenant, il y a une chose que je vous dis. La personne ou bien les personnes qui vont utiliser l'IA vont dépasser les personnes qui ne vont pas l'utiliser. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on soit concret là-dessus. C'est qu'il ne va pas le remplacer, mais il va plutôt remplacer les tâches à faible valeur ajoutée. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut plus comprendre dans une entreprise où on va faire par exemple des saisies manuelles de factures ou bien de bons de commande, etc. On peut carrément l'automatiser via l'IA qui va le produire. Donc, sur ce côté-là, de le remplacer, comme j'ai dit, non, mais il faut rester la puce à l'oreille pour suivre la mouvance par rapport à l'intelligence artificielle. C'est ça. Maintenant, je vais revenir, quel est l'impact, comme j'ai dit, parce que moi, j'aime bien donner des exemples concrets, comme ça on peut nous tous en bénéficier. Je vais prendre l'exemple d'un commerçant. Le commerçant aujourd'hui, et je pense qu'il y a des entrepreneurs dans la salle, qu'est-ce qu'il fait? Il vend de la marchandise via Facebook, via WhatsApp, via Twitter ou bien via LinkedIn, whatever. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau du fin du mois, il va collecter tout ce qu'il a et avoir des bénéfices et augmenter, par exemple, son chiffre d'affaires pour essayer de vendre plus. Mais est-ce qu'il a pu savoir ou bien avoir l'information comme quoi ce chiffre d'affaires de 100 000 francs CFA, je l'ai eu grâce à des ventes de WhatsApp ou bien de Facebook, etc. Parce que tout le monde met le produit au niveau des statuts et va vendre plus. Maintenant, s'il avait tout simplement utilisé une IA, par exemple, moi même le noter si vous voulez, qu'on appelle Rescue Time, il va lui permettre chaque semaine ou bien chaque mois de voir ce qu'il a généré comme chiffre d'affaires, il l'a eu grâce à quelle tendance? Comment ça va se passer? Il a les 100 000 et il va lui montrer que sur les 100 000, vous avez eu à interagir avec plusieurs personnes au niveau de Facebook, ou bien au niveau de WhatsApp, ou bien au niveau de LinkedIn, ou bien au niveau d'une autre plateforme. Ça veut dire que du coup, moi le commerçant X qui utilise un outil IA et le commerçant Y, qui n'utilise pas, j'aurai de l'avance sur lui. Parce que quand je vais voir que la tendance a basculé sur Facebook, je vais multiplier mes ventes sur Facebook. Donc du coup, le fait que j'utilise ces IA-là vont me permettre d'accélérer mon business. Autre chose, ça j'ai juste parlé sur la partie de tendance de vente, mais aujourd'hui, quand je développe un business, j'ai besoin d'avoir des clients. J'ai besoin d'avoir une Madame Monteil ou bien la Tata qui va m'accompagner, acheter mes produits, ou bien Régis et tout. Mais des fois, on ne se soucie pas de ce que génère chaque client par rapport à mon business. Donc, il y a un autre outil IA qu'on appelle Tableau, vous pouvez aussi le noter ou bien le chercher, c'est gratuit, qui vous permet aujourd'hui de pouvoir non seulement avoir la tendance de vos clients, c'est-à-dire ça peut me dire que sur ce secteur d'activité-là, j'ai vendu telle ou telle personne, et sur telle ou telle personne, il évolue dans tel secteur qui a multiplié ma vente. Et ça, c'est important. Parce que si aujourd'hui, au niveau de mon business, l'outil Tableau me montre que les 85% de mes revendeurs sont des commerçants, donc je dois essayer de voir comment je vais captiver cette marge de population pour pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires. Donc ça dit qu'aujourd'hui,
que ce soit la digitalisation, que ce soit l'entrepreneuriat, quand vous utilisez effectivement ces intelligences artificielles non-code, comme j'ai dit, j'en ai donné juste 2 exemples, mais il y en a plusieurs, ça vous permet aujourd'hui de quantifier, de pouvoir voir le terrain. Et aussi, une chose très importante, il faut qu'on adopte ces outils-là. Aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît ChatGPT, c'est ça? Tout le monde le connaît. Je vais juste faire la transition de ça et on pourra le continuer en masterclass. Il faut savoir que ChatGPT, jusque-là, quand vous l'utilisez, il vous met même en bas ChatGPT can make mistakes, survey any critical details. C'est-à-dire, il vous dit que les détails que je vous donne sont susceptibles d'avoir des erreurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une intelligence artificielle, pas forte, mais faible, parce qu'il y en a des forts et des faibles. Je ne vais pas vous embrouiller avec les termes techniques, mais un modèle qui a été entraîné pendant 6 ans. Donc aujourd'hui, c'est un modèle qui a été entraîné pendant 6 ans et beaucoup de personnes peut-être l'utilisent, mais ils ne l'utilisent pas de la bonne façon. C'est-à-dire que pour l'utiliser, il faut savoir prompter. Prompter, c'est le fait que vous allez lui demander quelque chose et qu'il vous répond de façon pertinente. Donc aujourd'hui, pourquoi je parle de ChatGPT? Parce que je sais que c'est la tendance et beaucoup de personnes te disaient que quand il va venir, il va remplacer certains métiers, mais non, il peut accompagner certains métiers. ChatGPT permet aujourd'hui d'avoir des métacompétences. Quand je dis métacompétences, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas un étudiant en droit comme M. Faye que je vois de loin, mais avec ChatGPT, je peux avoir le niveau moyen de compétences par rapport à un étudiant de droit. Donc ça veut dire que quand on l'utilise en bon essayant, on peut l'avoir. Parce que moi j'ai constaté que la majorité peut-être de notre frange de population, des fois ils ont peur de l'utiliser. Mais pour moi, sincèrement, il faut carrément l'adopter, ne pas peut-être en abuser. On peut utiliser les résultats, vraiment les peaufiner à fond pour l'utiliser. Et comme ça nous permet d'aller de l'avant avec ça. Parce que, comme je viens de le répéter, vraiment ça me tient à cœur. Et je le dis à tout mon entourage, l'humain qui va utiliser l'IA va dépasser l'humain qui ne l'utilise pas. Ça c'est clair. Je pense que j'ai un peu ratissé large sur le sujet. Je vous remercie. C'est un honneur pour moi de participer à cette 5e édition des Senegalese Business Awards, dédiée à un thème aussi porteur d'avenir pour l'Afrique. Je me présente, je suis Georges-Emmanuel Diendang, ingénieur en sécurité informatique. Dans cette ère de transformation digitale, où l'innovation devient le moteur principal de développement économique et social, la question de la sécurité des données ne peut être ignorée. Je vais peut-être prendre la casquette de M. Fall dans mes propos, vu qu'il vient en cette matinée avec le casquette d'expert en intelligence artificielle. Donc la digitalisation offre d'immenses opportunités, mais elle introduit également des risques considérables liés à la cybercriminalité, à la protection de la vie privée, à la conformité réglementaire. Pourquoi la sécurité des données est-elle essentielle dans la digitalisation? La digitalisation s'appuie sur des systèmes, des réseaux, des plateformes qui gèrent d'énormes volumes de données, souvent sensibles. Pour des femmes entrepreneurs qui utilisent de plus en plus l'outil numérique, pour gérer leurs activités, cela signifie qu'elles doivent mieux protéger les données de leurs clients, coordonner préférences, paiements, préserver les informations stratégiques de leurs entreprises, respecter les lois locales et internationales. Pour moi, les principaux défis de la sécurité des données en Afrique, et plus particulièrement dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin qui nous réunit ce matin, doivent être surmontés à travers le manque de sensibilisation. Beaucoup d'entreprises ne priorisent pas encore la cybersécurité, souvent par méconnaissance. Monsieur peut-être Fall peut en témoigner en tant qu'expert du domaine. Oui, je pense qu'il faut aller vite parce que comme ça, on est pris par le temps. D'accord. Donc comme ça, vous passez la parole. Vous avez 30 secondes. OK. Donc la sensibilisation et la formation, la promotion des politiques publiques et l'encouragement à l'autonomie numérique. Donc former les entrepreneurs à adopter des pratiques simples mais efficaces,
comme l'utilisation de mots de passeport, l'authentification à double facteur, la sauvegarde régulière des données. Merci beaucoup. Merci Georges, merci. On applaudit. Merci sur vos applaudissements. Donc il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, peut-être une personne, une dame peut-être? Une dame, priorité aux dames s'il vous plaît. Et on revient à vous. Merci, c'est de la dictature, c'est l'avènement des dames aujourd'hui. Oui. Bonjour tout le monde. Vous avez 2 minutes. Oh oui. Je m'appelle Aminata Samora, rédactrice éditorialiste et responsable des opérations de 1000 African Women Network. Je suis venue avec Madame Monté. Moi, par contre, j'ai une question pour Monsieur Falilou Fall. J'ai lu dans la prise de décision stratégique de l'entreprise, l'intelligence artificielle permet de donner des informations prédictives. C'est-à-dire que l'entreprise sait à qui s'adresser et comment le faire pour un résultat plus optimisé. J'aimerais savoir sur quoi l'intelligence artificielle va se baser pour dire que telle personne serait intéressée par tel produit ou telle entreprise. Est-ce que nos données personnelles seront protégées? Et aussi, par rapport à l'entrepreneuriat et le digital, est-ce que l'intelligence artificielle ne réduira pas les interactions entre les personnes? Merci. Ne réduira pas les interactions entre les personnes. Merci. Peut-être le monsieur. Voilà. Falilou, tu pourras répondre par la suite. D'accord, ça. Bonjour, je Bonjour. m'appelle Pape Moustapha Diop Fall. Je suis footballeur au club FC Sénégal. Donc j'aimerais poser une question à monsieur Pape Falilou. Donc, je veux savoir quels sont les points négatifs de l'intelligence artificielle. Quels sont les Points négatifs de l'intelligence artificielle. Des points Parce que négatifs. vous avez parlé des points positifs, ce que ça apporte à l'humain et tout, marcher ensemble avec lui, mais il y a des points négatifs. Bien, citez s'il vous plaît. Merci. D'accord, très bien. Donc, on prend une dernière. Il y a une main qui s'est levée. Une dernière question, s'il vous plaît. Vous passez le micro. Merci. Une toute dernière, comme ça, on va lever la séance. Bonjour à tous, je suis Déborah Kossa, directrice générale de DK Prestations. J'ai une entreprise de prestation de services, ma question est Pumika. Il s'agit des femmes entrepreneurs qui commencent, on peut dire aussi pour la data, qui commencent tout doucement. Quels conseils pourriez-vous donner pour pouvoir donner encore plus de force à ces femmes-là pour monter leur entreprise? Parce que, comme vous l'avez dit, elles sont isolées, donc financièrement et même souvent moralement aussi, de ce que les entreprises ne donnent pas. Voici donc ma question. Merci. Merci à vous. Donc, on va revenir à Falilou très rapidement en 2 minutes. Ok, je vais ratisser un peu large. Je vais répondre à la question de sécurité des données. Donc, effectivement, c'est une question très sensible dans le domaine de la cybersécurité, et d'autant plus qu'on a tendance à partir vers le cloud. Certainement, vous le savez mieux que moi. Donc, maintenant, il y a des normes RGPD ou normes européennes qui disent que, par exemple, nous, on gère des clients qui nous disent « Je veux que nos données ne sortent pas, même si vous êtes au Maroc, je veux que mes données ne transitent pas à l'Europe et venir en Afrique. » Donc, comment on le gère? C'est-à-dire que dans le cloud, il y a pas mal de régions. C'est-à-dire que moi, je suis là au Maroc, je gère les données clients, mais qui sont hébergées au niveau d'un data center. Parce que quand je dis cloud, pour le faire beaucoup plus simple, c'est qu'on a des data centers quelque part où on a les données. Donc moi, je gère les données du client via un data center qui est implémenté en Europe, par exemple. Maintenant, ce qu'il faut savoir, je le dis à chaque fois, c'est que oui, mes données sensibles, on doit le prendre, etc. Mais je vous donne un exemple concret. Vous êtes sur WhatsApp, vous parlez avec votre ami chaussures, vous rentrez sur Facebook, on vous met des publicités de chaussures. Ça veut dire quoi? Vous mettez votre adresse mail Google au niveau de votre téléphone pour l'activer, eh bien, vos données sont là. C'est-à-dire que c'est ce que Meta utilise pour vous connecter. Et si je regarde football tous les jours, je rentre sur Facebook, mais je vais voir M. Diomansi en train de contrôler un ballon. C'est-à-dire que, oui, il y a nos données, on se dit, ouais, on est très conservatif de nos données, mais dès lors que vous êtes connecté, quand je dis connecté, c'est votre téléphone, eh ben, vous êtes déjà, entre guillemets, exposé. Maintenant, pour l'entreprise, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut conserver nos données dans des data centers en interne et on est obligé, pour la scalabilité, de partir vers le cloud.
Ça, c'est aujourd'hui, entre guillemets, une obligation qui fait qu'on doit le faire. Maintenant, pour rebondir sur les aspects négatifs, pourtant, j'en ai parlé un exemple comme ChatGPT. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, il prend des décisions, on va cheminer ensemble avec l'outil, mais on ne va pas carrément lui faire confiance en 100%. C'est-à-dire que moi, il m'arrive de prompter, d'avoir un résultat venant de l'intelligence artificielle que je vais peaufiner pour effectivement le mettre. Mais moi, je suis très confiant que l'émotion qu'on dégage, ou bien monsieur Safal va essayer de convaincre son client avec un discours commercial, cette émotion-là, moi je suis convaincu qu'il ne peut pas se mettre dans la tête de monsieur Safal et avoir dégagé cette empathie-là devant son client pour le faire revenir ou bien pour gagner des leads, entre guillemets, comme le terme commercial qu'on utilise, à le faire venir dans son entreprise. Donc comme j'ai dit, il faut cheminer avec lui, il faut vraiment surveiller aussi les résultats qu'il donne. Mais ces aspects négatifs, c'est de ne pas faire 100% confiance ce qu'il donne comme résultat et puis regarder si c'est le cas ou pas. Et quand on l'intègre aussi dans son écosystème, notamment dans les entreprises, il faut carrément voir là où est-ce qu'il faut le placer. Si vous le mettez avec le réseau, si vous ne le mettez pas dans le réseau de l'entreprise, si ce sera public ou pas. J'avais une autre question, c'était quoi sur la partie prédictive, effectivement. La partie prédictive de l'entreprise. Effectivement, comment il fait pour la prédiction? C'est-à-dire que l'IA, c'est un modèle entraîné. C'est-à-dire que c'est comme si moi, aujourd'hui, je veux rentrer dans un match de football, dans un terrain de football. Si je ne m'entraîne pas, je ne vais pas pouvoir le faire. C'est-à-dire que l'IA va s'entraîner sur des données existantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, on ne peut pas être une entreprise et ne pas avoir pas mal de données qu'on va mettre au niveau de notre site, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de LinkedIn. C'est-à-dire qu'il va utiliser toutes ces informations-là pour se baser dessus et faire la prédiction. C'est-à-dire qu'il va s'auto-entraîner, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, du deep learning, pour pouvoir maintenant, effectivement, essayer de prédire, on peut dire 1 mois ou 2 mois, ce qui va venir, mais s'il n'a pas d'aspect concret pour prédire ça, il ne le pourra pas. Et pour finir, pour vous dire que pourquoi elle a besoin de données, saviez-vous que l'intelligence artificielle existe depuis 1920 1950. Et vous savez pourquoi c'est là qu'on le voit maintenant, tout le monde en parle, parce qu'avant il n'y avait pas de données. Avant on parlait de mainframe, où c'était juste un écran avec un clavier. Avant on parlait de disquettes avec 5.4K, je ne sais pas, kilobits et tout. On parlait après de Walkman, on parlait de disques durs. Donc là, quand le Britannique Alan Turing mettait une intelligence artificielle qui faisait les tests de Turing, c'est là qu'est née l'intelligence artificielle, mais ce n'était pas encore comme ça où c'est le buzz, où on n'avait pas de données. C'est dans ces périodes-là que l'IA a su gagner le célèbre Kraskov qui jouait les jeux d'échecs parce qu'il s'est entraîné sur des parties pour le faire. Donc l'IA, maintenant, tout le monde en parle parce qu'on a assez de données avec le cloud et les data centers, mais il existait depuis 1950. Donc c'est effectivement très très passionnant. Donc rendez-vous demain à la masterclass si vous voulez en savoir plus. Donc je fais ma pub, hein, c'est normal. Voilà, donc on va finir avec un dernier mot chacun en 30 secondes. Vous aviez eu une question, comment encourager effectivement les entrepreneurs. Et ensuite on va, je crois, laisser la parole à Val pour enchaîner avec la masterclass donc, de Monsieur Camara. Allez-y en 1 minute. La Tata m'a donné le feu vert. Alors moi je dirais que 5 points. Connaître qui on est, c'est vraiment quoi ses forces et ses faiblesses. Savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on va apporter, notre vision sur le court et moyen et long terme. Savoir bien s'entourer, vraiment mettre un accent sur l'entourage qui peut nous amener à propulser. Ne pas avoir d'essayer parce qu'on a 800 idées par seconde, c'est un Camerounais qui le dit. Mais quand est-ce qu'on le passe à l'action ? Le fait d'anticiper, le fait d'avoir peur ne nous permet pas de connaître vraiment la valeur ajoutée à notre produit. Donc, c'est ce que je pourrais donner comme petit conseil. Merci beaucoup. Je dirais juste qu'il faut accepter de tomber, parce que quand on tombe, on perd moins d'énergie que quand on essaie de ne pas tomber et qu'on finit par tomber. Il faut accepter de tomber. Pendant la chute, on a déjà la stratégie pour se relever. C'est le plus important. Il faut que votre client soit à votre recherche-développement. Tout le monde n'a pas l'occasion de recruter un RD, ni d'en avoir un département. Le client doit
doit être votre recherche-développement. Il faut abandonner votre première idée dans les mains de vos clients pour pouvoir vendre maintenant l'idée 2.0. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos très chers panélistes. Merci.